Élection fédérale, les chefs croisent le fer au Canada et les candidats républicains s'affrontent aux États-Unis. L'heure est au bilan. Vous êtes à Matin sans frontières. Bon début de journée, bienvenue à l'émission Matin sans frontières. C'est Andréane Baribeau qui vous souhaite la bienvenue en direct de nos studios de Windsor et autour de la table Édith Drouin et Lisette Leboeuf. Bonjour. Bonjour. Vendredi. Vous allez bien? Mm-hmm. Et avez-vous suivi un peu le débat fédéral? Après, des candidats, oui, c'était un peu tard. Oui, moi, je dormais déjà à cette heure-là, mais je me disais, je vais sûrement lire à propos de ça dans les nouvelles aujourd'hui. C'est vrai, pour des couches tôt comme nous, c'est pas évident. Non, on regarde les meilleurs moments. Oui, le lendemain matin. Oui, ça roule en boucle, d'ailleurs, à RDI depuis ce matin. 2 débats hier, donc. Premier débat des chefs du côté canadien. Donc, c'était à Toronto. Justin Trudeau, Elizabeth May, Thomas Mulcair, Stephen Harper. C'était un débat organisé par le magazine Maclean's. Il y a été beaucoup question d'économie. Hein. C'était le premier thème abordé. Il y a aussi été question du Sénat. Il y a eu des questions au niveau de l'environnement, de la sécurité aussi, le projet de loi C-51, la fameuse loi antiterroriste qui est venue s'infiltrer dans ce débat. Ça a duré 2 heures. On peut le regarder en entier, en fait. C'est sur le site cpac.ca. Donc, on verra ce matin qui a gagné, qui a marqué des points. On va en parler avec Laure Paquette. J'ai vu qu'elle a tweeté énormément hier durant le débat. Donc, elle a regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Elle va se joindre à nous vers 8h20 pour une analyse. Et on va aussi, bien sûr, parler de cet autre débat, cette fois du côté des États-Unis. C'était les candidats républicains. Et il y en a beaucoup, il y en a 17. Oui, ils ont dû organiser 2 débats, un avec 10 candidats et l'autre avec 7 candidats. Les 7 candidats, les moins... ceux qui scoraient le moins bien, je pense qu'il y avait les moins bons dans les sondages. Les sondages, donc, c'est basé sur quelque chose. Oui, donc eux ont eu leur mini-débat plus tôt dans la journée. Et celui en soirée, c'était les 10 autres candidats. Bien sûr, les yeux étaient rivés sur Donald Trump. Bien sûr. Et en fait, fidèle à lui-même, il ne s'est pas excusé pour ses propos controversés. Il a même réitéré ses positions. Ah oui, on le voit justement en ce moment à la télé. Ça fait beaucoup de candidats. Oh mon Dieu, toute une rangée. On dirait, vous savez, les émissions de jeux... oui, les jeux télévisés. Oui, on dirait tout le monde est devant son buzzer. Oui, mais ça me fait bien rire parce que nous, on se plaint de notre campagne électorale en 11 semaines. Oui. Eux, c'est très long. Eux, ça n'arrête jamais. Ils sont juste en élection perpétuelle. Et à la météo, donc ce sera une autre journée sans histoire, alternance de soleil et de nuages à Windsor, maximum de 25 avec un indice UV de 8 ou très élevé. Donc à Chatham-Kent aussi, soleil et nuages aujourd'hui, maximum 25, maximum 23 à Sarnia où c'est présentement nuageux. On a 13 degrés à Sarnia, 14 à London, 13 également à Chatham-Kent et il fait 16 à Windsor où c'est généralement nuageux ce matin. Et dans les nouvelles, Edith, il y a la course électorale qui pourrait bientôt devenir plus intéressante là, dans Windsor-West. Oui, on n'avait qu'un candidat au début de la semaine et puis là, on pourrait en avoir 2 autres, un conservateur et maintenant un libéral. Donc, David Sundin a annoncé hier qu'il présentait sa candidature pour le Parti libéral dans la circonscription. Il doit encore être nommé, donc ce n'est pas officiel. Le candidat a terminé ses études en droit à l'Université de Windsor en 2010. Il est depuis avocat dans la région et dit avoir participé à l'organisation de plusieurs campagnes électorales mais d'avoir jamais lui-même présenté sa candidature. Le dernier libéral élu dans la circonscription de Windsor-West, c'était Herb Gray, qu'on connaît bien, et il y a siégé pendant près de 40 ans. Donc, en effet, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Oui. Je ne sais pas si tous nos reportages ont poussé les candidats à se manifester finalement maintenant. Se manifester, mais je pense que quand même les libéraux avaient dit qu'ils allaient avoir quelqu'un bientôt. Oui, donc, il y a aussi le Festival de la fierté LGBT qui a pris son envol hier à Windsor.
L'organisation se prépare maintenant à la parade qui va avoir lieu ce dimanche. Selon le cinéaste local Chris Rabideau, le festival est un signe d'acceptance sociale à Windsor, mais plusieurs changements sont encore nécessaires. Plusieurs expressions verbales, par exemple négatives à l'endroit de la communauté LGBT, sont encore couramment utilisées. Pardonnez-moi l'expression, comme par exemple qu'on dit quelque chose est vraiment gay. Oui. Et puis, le cinéaste dit avoir été ciblé lui-même et agressé il y a 5 ans à cause de son orientation sexuelle et il utilise maintenant son art pour aider ceux qui luttent aussi pour se faire accepter. Très bien. Et au culturel, Lisette, aujourd'hui? Bien, en fait, la 156e foire agricole va avoir lieu à Comber. Ça commence aujourd'hui. Beaucoup d'activités. J'ai parlé à un citoyen, un commerçant. Oui. En fait, il y a vraiment juste un seul magasin à Comber. Oui. Et donc, il est au centre de l'action. Au centre-ville. Oui. Alors, Robert Gagné nous parle de cette 156e édition. Et pour lui, ça remonte à il y a très longtemps, comme il va nous l'expliquer à 6h40. Excellent. On vous retrouve un petit peu plus tard. Voici Isabelle Boulay. Mr. Harper's job creation record is the worst since the Second World War. Mr. Mulcair, just again, clarification on the facts. The reality is that figures out of the Department of Finance show that so far this year we are substantially in surplus, and in fact, C'est un échange parmi plusieurs. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de ce débat. Premier débat hier soir à Toronto de la campagne électorale fédérale. C'était organisé par le magazine Maclean's. Stephen Harper, Thomas Mulcair, Justin Trudeau et Elizabeth May du Parti vert se sont affrontés. Durant ce débat de 2 heures en anglais, les chefs ont débattu leur point de vue sur 4 grands thèmes, soit l'économie, l'énergie et l'environnement, les institutions démocratiques et les affaires étrangères, ainsi que la sécurité. Pour nous résumer donc ce premier débat, je joins au téléphone Laure Paquette, politologue à l'Université Lakehead. Bonjour, Madame Paquette. Bonjour. Donc, qu'est-ce qui est ressorti de ce premier débat? Comme on s'y attendait, tout le monde s'en est donné à cœur joie d'attaquer le premier ministre, M. Harper, qui est d'ailleurs vulnérable sur les dossiers qu'il présente à la population pour se faire réélire. Je dirais, la grande surprise, c'était l'excellente prestation de Mme May. C'est pas tellement qu'elle avait connu des moments difficiles un peu, quelques maladresses récemment, mais elle a performé d'une façon vraiment superbe, profitait des occasions qui lui étaient offertes. Mais il faut signaler que, quoique les autres chefs qui se sont fait attaquer par elle lui ont répondu, il n'y a personne qui s'est vraiment attaqué à elle. Non. Mais son parti est beaucoup mieux connu, particulièrement les politiques économiques du Parti vert qui sont pas bien connues. Oui. Donc, quels étaient les défis à relever hier pour chacun des candidats? M. Trudeau avait besoin de montrer que, quoique novice, il avait sa place sur ce plateau de vétérans politiques. Je pense qu'en gros, il a réussi. Le prochain défi pour lui, c'est d'éteindre complètement la question, est-il vraiment prêt à passer au bureau du premier ministre? Cette question-là n'a pas été entièrement limogé à mon sens. Monsieur Mulcair, il avait besoin de garder son calme parce qu'il a la réputation d'être un tempérament passionné. Il est allé presque trop loin dans le sens du feeling contrôlé. Oui, on le sentait très prudent. Effectivement, tout le monde était très prudent. Un premier débat, les gens sortent pas de leur gonds d'habitude, surtout pas dans une campagne aussi longue. Monsieur Harper avait besoin tout simplement de survivre, mais j'ai trouvé que tous les problèmes avaient la même cause et tous les problèmes avaient la même solution, des impôts trop élevés et des impôts plus amoindris. Et puis pour Mme May, c'était vraiment de faire connaître les politiques autres qu'environnementales de son parti. Je pense qu'elle a réussi. Oui. Est-ce que celui qui remporte le débat est celui qui a toutes les bonnes réponses ou c'est celui qui a su inspirer confiance chez les téléspectateurs? Moi, en écoutant le débat avec la révélation de Mme May, je me suis dit c'est elle qui a le plus amélioré son sort. Mais l'enjeu principal pour les chefs des 3 autres partis, les partis principaux, c'est qui sera le prochain premier ministre. Et à ce titre-là, la question hésite, la réponse évidente hésite encore entre M. Mulcair et M. Trudeau. C'est comme ça depuis le début. Les Canadiens, dans leur majorité, cherchent un changement de parti au pouvoir, selon les sondages. Et maintenant, il faut voir sur qui va porter le choix de la population. Et ça, je pense que les gens hésitent. Mais ils hésitent
pas entre M. Trudeau et M. Mulcair, mais entre le Parti libéral et M. Mulcair. Oui. Bon, il a été question beaucoup d'économie et il y a Stephen Harper qui finalement, vers la fin, a avoué que justement on s'en allait vers une récession. Est-ce que c'est un peu une surprise? Il avait déjà, dans son discours de lancement, il avait laissé entendre que c'était à cause de la conjoncture internationale que nous nous retrouvions en récession. Il pouvait pas continuer à nier son existence comme son ministre des Finances, M. Oliver, l'avait fait contre toute statistique officielle. Mais là, on lui a pointé tout de suite après que nous allons nous retrouver en déficit. M. Harper a cité le Finance Canada et M. Mulcair a cité le Bureau parlementaire du budget. Le Bureau parlementaire du budget est non partisan et entièrement neutre et j'ai plus tendance à me fier à ces statistiques-là. Pensez-vous que les auditeurs qui ont écouté le débat hier ont pu se faire une meilleure idée sur les politiques des différents partis ou est-ce qu'il reste encore de l'information là, à avoir quant à leur plateforme? Il y a évidemment bien des sujets. On n'a pas parlé de santé, on n'a pas parlé d'éducation, on n'a pas parlé. On a beaucoup parlé d'emploi. Alors, il y a encore des questions très importantes qui restent à discuter plus en détail, mais pour les thèmes abordés et plus particulièrement la situation démocratique du Canada, la situation économique et puis la politique étrangère, je pense que ce sont des sujets qui ont été bien rendus. Mais même pendant le débat sur mon microblog, je renvoyais la population à l'épreuve des faits de Radio-Canada. Et je félicite Radio-Canada de cette initiative parce que on s'y retrouvait plus avec les différentes statistiques qui étaient lancées par les chefs. Oui, beaucoup de chiffres ont été lancés. Et d'ailleurs, en première page de notre site Internet Radio-Canada, il y a un article « Qui a dit vrai, qui a dit faux ?» Donc, on peut aller voir ça ce matin. Je viens de le lire, c'est très bien. Et bon, c'est encore tôt dans la campagne, il reste encore 10 semaines, donc c'est un premier débat. Pensez-vous que ça aura un impact sur le reste de la campagne ou on risque de l'oublier? Dans le cas de tous les débats, c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on en dit qui compte le plus parce que la coûte d'écoute tombe en flèche après 15-20 minutes, celui-ci 2 heures. Je me suis demandé si j'étais pas la seule qui était restée figée à l'écran. Là. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de bévue monumentale, il n'y a pas eu d'erreur catastrophique. Alors, quitte à ça, c'est partie remise. Le défi de M. Trudeau demeure. Est-il prêt? C'est la question que les gens se posent. Il a beaucoup mieux performé, je suis sûre, il a dépassé les attentes, mais ça reste encore à résoudre. Et M. Mulcair, a-t-on vraiment envie de le voir aux nouvelles tous les jours pour 4 ou 5 ans? Ouais. Et puis M. Harper saura-t-il vendre à la population la perspective dont il s'est servi toutes ces années? Bien, on va continuer de suivre ça, bien sûr, et on aura la chance de s'en reparler. Merci beaucoup, Laure Paquette. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. C'était Laure Paquette, donc politologue à l'Université Lakehead. Il est 8h24. Vous écoutez l'émission Matin sans frontières, édition du mercredi 22 juillet. J'espère que vous allez bien. Et on est avec vous ce matin jusqu'à 9h, bien sûr, avec Rebecca Salomon, Lisette Leboeuf. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Et on a du beau temps en ce moment dans le sud-ouest ontarien. C'est du soleil. On a 19 degrés à Windsor, 18 à Chatham-Kent, 17 à Sarnia et 16 à London. Et du côté des nouvelles, Rebecca, il y a le chef du NPD, Thomas Mulcair, qui est de retour dans la région. C'est le retour de Thomas Mulcair. Qui est venu souvent dernièrement. Il est de retour à Windsor à peine un mois après avoir fait un tour dans la région. Il était à Windsor le 20 mai. Donc, Thomas Mulcair, qui est dans le sud-ouest ontarien dans le cadre de sa tournée pour le changement, une campagne de 8 jours en Ontario. Il compte notamment faire la promotion aujourd'hui de son plan de soutien aux fermes familiales. C'est un plan qui vise à aider les agriculteurs de la région à garantir aussi aux familles de la classe moyenne un accès à des aliments sains et abordables. Le chef de l'opposition officielle va d'abord s'arrêter sur une ferme de Chatham ce midi et il va ensuite se rendre à Windsor en soirée.
Et le comté de Wayne serait en difficulté financière. Il y a un groupe de révision nommé par l'État du Michigan qui a déterminé que le comté était en état d'urgence au niveau financier. Le bureau du trésorier de l'État a indiqué que le gouverneur Rick Snyder avait 10 jours pour prendre part du rapport et aussi prendre une décision, élaborer un plan d'action. Il faudrait peut-être placer les 1 700 000 habitants sous la supervision de l'État. Ça, c'est une des possibilités. Le comté de Wayne fait face à un déficit de 171 millions de dollars d'ici 2019. Ça, c'est si aucune mesure n'est prise pour améliorer la situation. Il y a une nouvelle, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est dans la section des insolites de Radio-Canada sur notre page Internet. C'est un homme, un néo-zélandais, Nigel Richards, qui a remporté la compétition mondiale de Scrabble de langue française. Ça se déroulait lundi en Belgique, mais le fait intéressant et la raison pourquoi on en parle, c'est que M. Richards ne parle pas le français. Non. Et c'est une première dans l'histoire de ce jeu de lettres. Donc, il a 49 ans. Nigel Richards, il a été champion du monde du Scrabble en anglais en 2007, puis en 2011. Et il a gagné parce qu'il a appris par cœur les mots de l'officiel du jeu Scrabble. Mais c'est ça, combien de mots fallait apprendre? En fait, c'est un dictionnaire officiel qui répertorie là, les mots français acceptés. Et il a battu, au terme d'une partie de 3 heures, le Gabonais Chilik Ilagou Rekawe. Et donc, voilà. Et en fait, l'organisme, la Fédération française de Scrabble a indiqué sur Facebook que le monde du Scrabble était secoué, chamboulé, amusé, étonné et ravi. En tout cas, c'est un beau défi qu'il s'est lancé. L'équipe féminine de basketball canadienne a atteint la première marche du podium lundi aux Jeux panaméricains à Toronto. Elles ont remporté 81-73 contre les Américaines, une toute première médaille d'or pour notre équipe. En fait, leur meilleur résultat remontait à 1999 quand l'équipe avait décroché l'argent. Chantal Vallée, qu'on connaît comme l'entraîneuse de basketball des Lancers à l'Université de Windsor, était commentatrice durant l'événement pour CBC. Elle est de retour de Toronto dans nos studios ce matin. Bonjour Chantal. Bonjour Andréane. Comment allez-vous? Ça va super bien. Oui, donc bien parlons de cette équipe canadienne qui a réussi l'exploit. Qu'est-ce que vous avez retenu de leur performance? Écoute, Andréane, moi, j'ai été assis sur le terrain pendant 18 matchs en 5 jours. J'ai vu toutes les équipes. Il y avait 8 équipes qui étaient là, de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, évidemment, et l'Amérique du Nord. Les Canadiennes qui, depuis le début, étaient l'équipe qui jouait le mieux. Oui. Elles ont joué ensemble. Il y avait une cohésion d'équipe incroyable. Leur défensive était superbe, évidemment. Elles jouaient bien à l'offensive aussi. Puis, à un moment donné, à peu près dans le milieu des jeux, on s'est dit, moi et mon partenaire commentateur, on s'est dit, coudonc, on pense que le Canada aurait une chance de gagner la médaille d'or. Évidemment, il fallait qu'ils jouent contre les États-Unis, qui est une force en basket. Mais les États-Unis qui n'avaient pas apporté leur équipe primaire, ils avaient apporté quand même une équipe d'étudiantes. Fait que c'est sûr que c'est une équipe un peu plus faible. Pas plus faible, mais plus faible que l'équipe nationale des États-Unis, évidemment. C'était des filles qui avaient 19, 20 et 21 ans, qui jouaient universitaire au niveau américain. Alors, c'était la chance du Canada de vraiment aller avec son équipe senior, de remporter contre les États-Unis, ce qu'elles ont fait en finale. Et tout le monde parle de Kia Nurse, 19 ans, qui a marqué 33 points lors de ce match de finale. Une joueuse à surveiller, donc? Bien, Kia, elle est incroyable. Je veux dire, elle vient vraiment d'une famille d'athlètes hors pair. Son père qui joue dans la CFL, son oncle qui est un carrière dans la NFL, son frère qui a été repêché pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. On peut voir le talent, les gènes incroyables de cette jeune fille-là. Mais elle a dominé la compétition. C'est l'athlète la plus jeune sur l'équipe nationale canadienne. Ah, oui. Mais pour elle, écoute, elle joue aux États-Unis, elle joue à l'Université de Connecticut. Nous, on l'avait recrutée à Windsor quand même assez fort, mais elle est partie là-bas. Et pour elle, c'était de jouer contre toutes ses coéquipières et de ses adversaires au niveau universitaire américain. Je pense que ça lui a donné confiance de dire je peux avoir une belle performance pour le Canada aujourd'hui. Oh, dirty. So, this is my fit on my
Pas d'excuses, pas de limites. C'est le message d'inspiration que tente de répandre un peu partout dans le monde Luca Paciuoli, alias Lazy Legs. Il est l'invité d'honneur à l'Université de Windsor aujourd'hui. C'est dans le cadre de la journée de sensibilisation à l'accessibilité pour les gens vivant avec un handicap. Donc, il est originaire de Montréal. Lazy Legs est né avec une condition rare, l'arthrogrypose, qui se caractérise par des raideurs au niveau des articulations et une faiblesse musculaire. Donc, depuis sa naissance, il a eu un total de 16 chirurgies, ce qui ne l'a pas empêché de se lancer dans l'art du breakdance. Il a d'ailleurs développé son propre style en utilisant son haut du corps ainsi que ses béquilles et il a participé à de nombreuses compétitions de danse de haut calibre et il a fondé aussi l'équipe de danse Ill Abilities, composée d'autres danseurs vivant avec un handicap. Et on a le plaisir de l'accueillir en studio ce matin. Luca Paciuoli, bonjour. Bon matin, ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, ça va très bien, merci. Bienvenue à Windsor. Merci. Est-ce que c'est votre première fois dans la région? C'est ma première fois dans la région, oui. J'ai passé, pour aller à Chicago sur la route, j'ai passé Windsor et Detroit, mais j'ai pas eu la chance de visiter. OK, excellent. Bien, bienvenue et merci de prendre le temps de venir en studio. Vous faites une présentation à 9h à l'université. Oui. Donc, dites-moi, comment est née cette passion, votre passion pour le breakdance? La passion du breakdance, alors avant du breakdance, je faisais du skateboard. Okay. Pour moi, le skateboard, c'était ma vraie passion à ce temps-là. Et après avoir une chirurgie dans mes genoux, je ne pouvais plus faire du skateboard. Et j'avais une amie qui m'a introduit au breakdance et je suis tombé en amour avec cette culture, avec le défi de créer des mouvements, avec qu'est-ce qu'on peut faire avec nos corps et tout ça. Et de ce journée-là, je n'ai jamais arrêté. Et pour moi, qu'est-ce que j'adore avec le breakdance, c'est vraiment la culture. C'est vraiment une famille. N'importe où tu vas au monde, tu rencontres une autre personne qui fait du breakdance, c'est comme ils vont ouvrir leurs portes pour vous et c'est cool. C'est vraiment cool. Et donc, vous avez développé votre propre style, comme je le disais en introduction, pour compenser pour le fait qu'on utilise peu les jambes dans votre cas. Comment vous en êtes venu à développer ce style-là et à quel point c'est plus difficile le fait de devoir compenser comme ça avec le haut du corps? Alors, il y a des avantages et des désavantages. Alors, dans le sens que dans le breakdance, il y a beaucoup de mouvements qu'on doit utiliser nos jambes. Et dans le début, quand j'ai juste commencé, j'avais beaucoup de difficultés parce que je regardais mes amis qui faisaient tous des mouvements de footwork. C'était pas avec leurs jambes. Et je ne pouvais pas répéter ça, mais qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que tous leurs mouvements, c'est toujours basé sur l'idée d'une cercle. C'est toujours circulaire. Soit c'est une spin ou c'est on bouge nos corps et on fait une tour, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que je pourrais répéter des mouvements similaires à mes amis, mais le faire dans ma façon et utiliser l'eau de mon corps. Et le fait que j'utilise des béquilles pour marcher, ça m'a donné l'avantage d'avoir des bras un peu plus forts que des personnes qui n'ont pas des béquilles. J'imagine. Alors, grâce à ça, j'ai eu la chance de créer quelque chose d'unique. Et la beauté du hip-hop et le breakdance, c'est être unique, c'est la force. Tu ne veux jamais répéter qu'est-ce que la personne à côté de vous y fait. Alors, tu veux vraiment comme être... You want to stand out. Oui, être original. Être original. Et, alors, le fait que j'ai la chance d'utiliser mes béquilles, le forcer mes bras, ça m'a donné l'opportunité de devenir original un peu plus vite que les autres personnes. Et donc, vous parcourez le monde pour faire des conférences de motivation personnelle. Quel est le message principal que vous voulez transmettre aux gens durant ces présentations? Le grand message, c'est vraiment pas d'excuses, pas de limites. L'idée, c'est que tout est possible si on ne crée pas des excuses. Si on dit on va essayer de faire les choses dans notre façon, s'adapter, rester positif. Il n'y a pas de limite de qu'est-ce qu'on peut accomplir dans notre vie. L'idée et la vérité, c'est qu'on doit s'adapter. Peut-être on va avoir des images qu'on veut faire quelque chose dans une façon certaine. La réalité, c'est que on doit s'adapter. Peut-être ça va pas exactement arriver. Je sais pas comment dire ça vraiment bien en français, mais c'est juste à dire que on doit faire les choses dans notre façon. Et même si ça va pas être exactement comme on attendait, on va le faire et éventuellement, si on croit en nous-mêmes, on aura la chance de vraiment dépasser nos limites, dépasser notre insécurité.
Bien, l'émission tire tranquillement à sa fin. J'en profite pour remercier toute l'équipe, Rebecca Salomon, Lisette Leboeuf, Nadine Memba à la recherche, Louis Garon au sport également et notre journaliste Valérie Ouellette qui nous parlait des Jeux Paname. Donc aujourd'hui, une belle journée dans le sud-ouest ontarien. On prévoit alternance soleil et nuages, maximum de 26. Faites attention à l'indice UV, il sera de 9 ou très élevé. Pour l'instant, 19 degrés à Windsor, 18 à Chatham-Kent, à London 16 et 17 à Sarnia. Je vous souhaite une excellente journée et on sera de retour, toute l'équipe, on sera là demain dès 6 heures. Bonne journée tout le monde!